Philippe Douste-Blazy est un médecin et je suis également, moi, chirurgien. Philippe Douste-Blazy est médecin, il est cardiologue, il est médecin de santé publique. Il était appelé au ministère de la Santé sous le présidiat de Jacques Chirac. Il a été 2 fois ministre de la Santé. En 2004, il a à son actif le premier plan pandémie. C'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. Ensuite, il a été ministre des Affaires étrangères. Il a été secrétaire général adjoint aux Nations Unies pour les financements innovants. Et aujourd'hui, il est encore président de Unique Life, qui est un fonds des Nations Unies et qui subvient aux besoins de la malnutrition chronique. Je vais passer la parole à Monsieur le ministre Philippe Douste-Blazy. Philippe. Oui, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honoré de vous rencontrer tous via cette visioconférence. Je voudrais, Jean-Luc, pour te dire combien je suis honoré, mais surtout, je vais parler d'un sujet qui est évidemment d'actualité. Je crois que nous avons tous notre avis sur la pandémie actuelle. Et comme tu l'as rappelé, je suis d'autant plus intéressé qu'en 2004, vers le mois d'octobre 2004, nous avons présenté en Conseil des ministres le premier plan de lutte contre une pandémie virale. Nous venions de faire la loi sur l'assurance maladie, qui est toujours d'ailleurs aujourd'hui en vigueur. Et puis, nous avions pensé qu'à un moment donné, depuis cette grippe espagnole, au fond, en 1919, il y aurait tôt ou tard une épidémie d'un virus qu'on ne connaîtrait pas. Donc, et c'est là où c'est extrêmement étonnant parce que ce pays a été capable, sur au départ une idée politique, mais ensuite l'administration française est arrivée à faire ce premier plan au monde contre une pandémie virale. Tout était préparé, c'est-à-dire tout était écrit. Si le virus vient par tel pays, on contrôle les frontières, on met en quarantaine les personnes qui rentrent, on ferme éventuellement les frontières, on réquisitionne toutes les industries textiles pour faire des masques, etc., etc., etc. Et ceci a continué avec mes successeurs, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, puis ensuite, vers les années 2015-2016, 2015 essentiellement, pour des raisons au fond budgétaires, quelqu'un a dit, mais quand même, ces millions de masques qui restent, qui se stockent, qu'il faut détruire tous les 5 ans, qui coûtent à peu près 50 millions d'euros par an, au fond pour rien, puisque l'épidémie dont on nous parle ne vient jamais. Écoutez, supprimons-le. Et progressivement, ce système a été totalement détruit, au fond. Et lorsque Édouard Philippe, en janvier 2020, a demandé où étaient les masques, où étaient les gels hydroalcooliques, il s'est retrouvé, au lieu d'en avoir 1,7 milliard, comme il y en avait en 2011, il s'est retrouvé avec 110 millions, ce qui, évidemment, ne suffisait pas. Donc, au fond, c'est terrible parce que ce que nous vivons aujourd'hui est une crise dramatique. Il faut d'abord évidemment penser avant tout aux victimes, à leurs familles, à ces 100 000 morts et à ceux qui sont en train de mourir encore aujourd'hui. Mais il faut se dire aussi que ce pays est un des pays les plus touchés, parce que je suis toujours étonné de voir les journalistes dire c'est le Brésil, les États-Unis. En fait, il faut, au fond, en épidémiologie ou en statistique en général, il faut toujours ramener le nombre de morts ou de malades au nombre d'habitants, bien sûr. Donc nous sommes dans le peloton de tête, malheureusement. Et je voudrais dire, pour commencer, et tout en saluant le Rotary qui s'est toujours extrêmement intéressé à la santé, à la polio en particulier. Enfin, j'ai eu l'occasion de souvent parler, de travailler quand j'étais secrétaire général adjoint des Nations Unies pendant 8 ans et demi avec le Rotary. Je voudrais tous vous remercier pour cette fibre sociale, au fond, qui est la vôtre. Il y a dans cette épidémie 2 sortes de pays. Ceux qui ont chassé le virus et ceux qui ont regardé le nombre de lits
de soins intensifs encore libres. Et les pays occidentaux en général font partie de la seconde catégorie. Les pays d'Asie et du Pacifique font partie de la première. Alors ça veut dire quoi, chasser le virus? Ça veut dire qu'il faut immédiatement, tout de suite, tester, parce que, en plus, ce n'est pas évident de tester une nouvelle maladie. Nous avons eu la chance, dès le mois de janvier 2020, de pouvoir tester. Donc nous pouvions diagnostiquer. Et donc les tests étaient absolument fondamentaux. Ce sont des pays qui ont décidé de tester et immédiatement, chaque fois qu'il y avait quelqu'un de positif, de lui demander qui il avait rencontré depuis 10 jours, puisqu'on savait que c'était à peu près une dizaine de jours entre l'incubation et la contagiosité, et ensuite isoler les malades. Alors, c'est assez bête au fond, hein, l'infectiologie. C'est assez bête depuis le début de l'humanité. Chaque fois qu'il y a une personne infectée, il faut l'isoler, parce que sinon, ça fait une épidémie. Donc, mais on se croit tellement fort, au fond, en Occident, surtout, qu'on a voulu même donner des leçons, même sur cette base, sur ces notions de base. Et donc, les pays asiatiques ont décidé de faire ça, et ils ont immédiatement mis sous cloche les quartiers de manière parfois dictatoriale, comme en Chine, parfois démocratique, comme en Corée du Sud, comme en Taïwan, ou comme en Australie pour le Pacifique, comme en Nouvelle-Zélande. Alors vous allez me dire, mais ce sont des pays ou dictatoriaux, ou des pays qui sont des îles ou des presqu'îles. Bon. En réalité, je répondrai à cette question juste après, ce n'est pas du tout un sujet au fond. Ça s'appelle une stratégie zéro Covid. Bon. Et donc, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ces pays sont entre 3 et 5% de croissance, que tous les restaurants, tous les cafés, tous les bars, toutes les boîtes de nuit, tous les cinémas, tous les théâtres, tous les musées sont ouverts, et toutes les entreprises fonctionnent à fond. Voilà. Et de l'autre, il y a les pays comme les nôtres, où on a eu peur, au fond, des minorités qui disaient immédiatement, mais attendez, vous voulez m'isoler? C'est-à-dire que vous attentez à ma liberté individuelle. C'est donc une action liberticide individuelle que vous me proposez, je ne l'accepterai pas. Ils ont eu peur, au fond, de ça. Ils n'ont pas fait. Résultat, nous sommes un an après, non seulement dans du liberticide individuel, mais dans du liberticide collectif. C'est-à-dire que plus personne ne peut aller au restaurant, plus personne ne peut bouger au-delà de 10 km en France, enfin, devrait, en tout cas, ni aller au restaurant, ni au cinéma, ni au théâtre, etc. Et donc, c'est une catastrophe absolue, puisque si nous prenons notre pays, nous payons cela de deux manières. D'abord, par nombre de morts effroyables, par nombre de malades qui sont au long cours pour certains d'entre eux. Nous payons cela parce que dans une région comme l'Île-de-France, qui intéresse beaucoup d'entre vous, il y a eu 40% de gens qui devaient être opérés et qui ne l'ont pas été. Mais c'est aussi des consultations de cancérologie ou des consultations de cardiologie pour une douleur thoracique. Simplement, quand une femme de 45 ans a une petite boule au sein et qu'elle attend 3 mois pour se faire consulter, on passe d'un cancer qui peut se guérir à 100% à un cancer qui peut avoir métastasie. Lorsque on ne va pas voir quelqu'un à l'hôpital pour une douleur thoracique, 9 fois sur 10, c'est pas grand-chose, je le reconnais, je suis cardiologue. Enfin, 1 fois sur 10, c'est ou de l'angiopoitrine ou un syndrome de menace d'infarctus du myocarde. Et donc, on paie, deuxièmement, cette partie non-Covid, qui est extrêmement lourde et que l'on ne voit pas aujourd'hui dans les indices de morbidité et de mortalité, mais que l'on verra évidemment dans les 10 prochaines années. Et puis enfin, j'ai envie de dire pratiquement et surtout, on le paie en termes de déclin économique pour notre pays et surtout pour notre jeunesse. Et là, je crois
qu'il doit y avoir une réflexion sur comment devrait-on gérer une épidémie, au fond. Est-ce que c'est le rôle uniquement du ministère de la Santé? Je ne le crois pas. Je crois que c'est le ministère de la Santé, mais aussi une partie régalienne, au fond, qui dépend certes du président de la République, mais qui dépend aussi du ministère de la Défense. Et je pense qu'on aurait pu, évidemment, avoir des hôpitaux militaires beaucoup plus rapidement. On aurait pu organiser une vaccination beaucoup plus rapide avec la logistique militaire française, qui est une des meilleures au monde. Et puis aussi le ministère de l'Intérieur, parce que je reste persuadé que les préfets de région, les préfets de département, les sous-préfets sont des gens qui sont habitués aux crises beaucoup plus que les directeurs d'agences régionales de santé, même si je n'ai rien contre eux, et en particulier le directeur régional, le directeur de l'agence régionale de santé d'Île-de-France est quelqu'un que je respecte beaucoup, même si je ne le connais pas personnellement. Tout ça pour vous dire qu'il y a là, au fond, un signe qui n'est pas bon pour l'Occident. Un signe qui n'est pas bon pour deux raisons. Premièrement, parce que nous avons eu les mauvais réflexes. Et donc, moi, je suis partisan des confinements stricts, courts, rapides, mais durs, pendant un mois, voire un mois et demi. Et ensuite, un système d'isolement, certainement pas dictatorial. Enfin, nous avons quand même des milliers, des dizaines de milliers de communes et de communautés d'agglomération. Tous les gymnases sont fermés, toutes les salles des fêtes sont fermées. On pourrait très bien mettre en place des plateformes téléphoniques locales où les personnes qui ont la fièvre, qui ont mal à la tête, qui ont des pertes de goût, d'odorat, ou tout simplement qui se posent la question de savoir s'ils sont infectés ou pas, peuvent appeler, vont dans ces endroits. Nous avons des milliers de personnes bénévoles, la Croix-Rouge, les associations humanitaires, les infirmières retraitées, les médecins retraités, les dentistes, ou alors les étudiants, les infirmières, les étudiants en médecine, les étudiants en pharmacie, etc., les kinés, pour recevoir bénévolement ces gens, avec à l'entrée de la salle des fêtes, deux tests. Un test antigénique, qui vous dit en 15 minutes ou en 20 minutes si vous êtes positif ou pas. Il y a une dose, c'est vrai, de faux positifs ou de faux négatifs, mais qu'il faut accepter dans un dépistage massif. Si vous êtes positif, vous avez immédiatement quelqu'un qui vous prend et qui vous amène, qui vous explique. Est-ce que vous êtes une jeune femme de 30 ans avec 3 enfants à la maison, seule? C'est différent que si vous avez 4 pièces dans la maison avec votre mari et 2 personnes. Donc, l'isolement est majeur. Pour ceux qui veulent, nous pouvons réquisitionner, d'ailleurs le président des hôtels Accor l'avait proposé. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans des hôtels 4 étoiles dans leur vie. On leur a proposé petit déjeuner, déjeuner et dîner gratuit et 10 jours dans un hôtel 4 étoiles. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit oui. Et une politique comme celle-là aurait fait que 4 mois après, tout serait ouvert en France. Voilà, moi, personnellement, ce que j'aurais fait ou ce que j'aurais conseillé au président de la République, ce que j'ai fait d'ailleurs à titre personnel, mais sans beaucoup de succès. Donc, au fond, nous avons aujourd'hui à peu près 2 mois de retard sur l'épidémie à chaque fois. La première fois, je viens de le dire, il fallait des masques, il fallait des gels hydroalcooliques et il fallait des tests. Nous n'avions pas les masques et les gels hydroalcooliques, ça n'avait rien à voir avec M. Macron et avec M. Philippe, puisque ça avait été détruit avant, comme je vous l'avais dit, ou en tout cas le plan que j'ai fait moi en 2004, il y a eu 3 plans dans le monde. Le premier que nous avons fait en 2004, le deuxième qui a été fait par George Bush Jr., président des États-Unis, fin 2005, et Bill Gates en 2015. Pardon. Donc, ça, on ne peut pas leur en vouloir. Par contre, sur les tests, c'est beaucoup plus ennuyeux parce que l'Allemagne, à l'époque, tous les autres pays asiatiques, faisaient en sorte qu'on testait. Alors, Marseille, avec quelques personnes, évidemment, qui ont dit, mais non, il faut tester. Quelques personnes en France qui ont testé. Mais nous sommes pratiquement, nous sommes le 3e pays au monde sur le nombre de tests PCR. Mais nous n'avons pas demandé à nos cliniques privées, nous n'avons pas demandé à nos vétérinaires, nous n'avons pas demandé à tous ceux qui
avaient des tests PCR. Donc ça, déjà 2 mois de retard. Au bout de 2 mois, pendant ce temps, l'OMS disait tester, tracer, isoler. Puis ensuite, quand on a confiné, le confinement marche très bien, évidemment. Donc, le confinement a baissé au-dessous de 5000 cas par jour. Or, on ne peut contrôler l'épidémie qu'au-dessous de 5000 par jour. Au-dessus de 5000, on oublie complètement, c'est incontrôlable, c'est incontrôlé et c'est incontrôlable. Donc, il faut passer à moins de 5000. On y était. L'été arrive, on sait ce qui s'est passé avec la jeunesse qui avait besoin de sortir, peut-être, très bien, parfait. Le problème, c'est qu'on savait très bien que la jeunesse allait revenir fin août, début septembre. Et donc, il fallait là, pour le coup, isoler les malades. Et c'est là la phase d'isolement qui n'a pas été faite. Cette phase d'isolement n'ayant pas été faite, ça fait un deuxième confinement. Et maintenant, nous sommes dans une situation extrêmement ennuyeuse. Pourquoi? Parce que le taux de contamination par jour est de 30 000 encore. Parfois 35 000, parfois 28 000, autour de 30 000. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas contrôlé l'épidémie. Et on voit nos responsables qui voient, évidemment, à la fois, certes, je fais suffisamment de politique pour le savoir, je vois les élections arriver, mais qui voient aussi que les Français regardent les Britanniques, regardent les Israéliens, qui ouvrent, eux, leurs pubs et leurs restaurants en terrasse. Et ils vont avoir tendance à dire, mais nous, on va faire pareil. Le problème, c'est que nous, on va faire pareil, mais on n'a pas fait pareil avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiné strictement et on n'a pas isolé. Je peux vous assurer, j'ai suffisamment d'amis en Israël et j'ai suffisamment d'amis au Royaume-Uni, pour commencer par des gens de ma famille, pour vous dire que ça a duré entre 3 et 4 mois de confinement strict. Strict. Avec plus de 5000 pounds si on vous prend la main dans le sac, positif dans la rue. Bon. Et avec un isolement. Donc là, oui, vous pouvez réouvrir. Donc je crains que si le 15 mai on réouvre, oui, on va réouvrir, mais je crains qu'on aura un problème rapidement de réaugmentation des cas, ce qui manque. Et enfin, ce qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est là où nous avons encore 2 mois de retard, c'est le séquençage. Pourquoi? Parce que plus vous avez de virus dans le monde, plus vous avez de variants. Et plus vous avez de variants, plus vous avez des gentils variants, mais des variants un peu plus méchants. Et nous avons la seule solution pour voir si un variant arrive sur le territoire, c'est de faire 3000 séquençages par jour en France. Il y a 3000 séquençages par jour aujourd'hui au Royaume-Uni. Nous avons aujourd'hui entre 2000 et 3000 séquençages par semaine en France. Et donc, vous avez des variants languedociens, bretons, je sais pas, qui commencent à arriver, mais on ne les voit pas. Et on ne connaît pas leur contagiosité, on ne connaît pas leur dangerosité. Le virus, le variant brésilien est à 0,5%. Tant mieux. Il faudrait savoir quand même quand c'est qu'il va monter à 4 ou à 5%. Donc, vous voyez, ce sont des sujets extrêmement importants. Je termine, puisque je termine le nombre de minutes qui me sont imparties, en vous disant une chose. Il est scandaleux de voir que, au fond, les nations se sont transformées en... cette affaire s'est transformée en nationalisme qui, aujourd'hui, est un nationalisme vaccinal. Même l'Union européenne n'arrive pas à gérer cela. Vous allez me dire, l'Europe, ce n'était pas dans les compétences de l'Union européenne. Certes, enfin, ce n'est pas quand même normal que l'on ne décide pas ensemble de fermer les frontières au niveau de l'Union européenne. Il n'est pas normal que l'on n'achète pas plus cher, peut-être, parce que bon, la santé est aujourd'hui un bien capitaliste. Il fallait acheter plus cher, comme M. Netanyahou l'a fait. C'est un marché. Si vous achetez plus cher, vous êtes sûr d'avoir les doses. Je ne comprends pas. Bon. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est que comment on fait en sorte que l'on ne donne pas, à prix coûtant, le vaccin aux pays les plus pauvres. C'est une double erreur. C'est une erreur éthique et morale, évidemment, mais c'est une erreur, bien sûr, sanitaire, puisque je viens de vous dire que le nombre de variants dépend du nombre de gens contaminés. Et donc, je crois qu'on devrait, et nous avons créé à United, pas raconter ma vie, mais enfin, United, qui est une organisation, 1 euro par billet d'avion, vous vous souvenez, bon, contre le sida, la tuberculose et le paludisme, nous avons créé la première communauté de brevets pharmaceutiques sur le sida, les hépatites et la tuberculose. Et ça a permis aux pays les plus pauvres de recevoir les mêmes médicaments sur sida, tuberculose, hépatite
au même moment que les pays riches sur les médicaments les meilleurs au monde. Donc avant, les médicaments les meilleurs au monde arrivaient un jour T0, il fallait attendre 15 ans pour que les pays pauvres les aient. Grâce à cette communauté de brevets, aujourd'hui c'est le même jour. Sauf que ceux qui vaut 20 000 là, vaut 2 dans les pays pauvres. Bon. Bien. Ce mécanisme existe, s'appelle Medicines Patent Pool, communauté de brevets. Le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien, a demandé à mettre en place cela. Les pays riches refusent de le mettre en place. Pourquoi? Parce que les laboratoires pharmaceutiques ne le veulent pas. Pourquoi? Parce que les laboratoires pharmaceutiques se disent, écoutez, M. Macron, M. Johnson, M. Biden, si vous voulez donner des vaccins aux plus pauvres, ben, achetez-les au vrai prix, au prix que vous achetez vous. Mais ça, ce n'est pas possible, bien évidemment, parce que c'est trop cher. Donc, vous voyez, il y a aussi un aspect de solidarité internationale qui est complètement oublié et qui est extrêmement grave. Et je sais que le Rotary, qui par définition est une des plus grandes organisations internationales et en même temps sociales, ne peut être intéressé que par ce sujet. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le Ministre, de cette brillante intervention qui nous a internationalisé le débat, qui nous a donné un éclairage avec une vision large et de haute tenue. Merci, Philippe. Merci, Samuel. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée.